Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 56e édition du Salon international de l'agriculture à la porte de Versailles de Paris. Bienvenue aussi pour cette première émission d'À travers Champs session 2019 et aujourd'hui je suis accompagné d'Hugo Franceschi. Hugo, bonjour. Bonjour Dimitri, et c'est comme d'habitude un plaisir de nous retrouver pour cette première émission d'À travers Champs. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette 56e édition du Salon de l'agriculture a démarré sur les chapeaux de roue. Il y a beaucoup de monde dans le pavillon numéro 4 dans lequel nous nous trouvons. Et puis il y a également eu la visite du président de la République, Emmanuel Macron, qui est venu dès ce matin. Aujourd'hui, voilà, la visite traditionnelle du président de la République. Un très gros programme aujourd'hui. Nous avons un premier invité. Il s'agit de Benjamin Cauchy qui est déjà avec nous, qui va intervenir dans quelques instants. Et vous allez pouvoir l'interviewer avec Lucas Pierre et Yanis Darras. Tout à fait, Benjamin Cauchy qui était porte-parole du mouvement des Gilets jaunes, qui avait tenté de lancer son parti politique, son mouvement politique du moins, les Citrons, et qui aujourd'hui se situe plus en marge du mouvement, mais il a malgré tout décidé de venir répondre à nos questions. Exactement, tout ça et bien plus encore, on va pouvoir commencer, Hugo. Tout à fait. On va pouvoir commencer la première édition d'À travers Champs 2019, ça commence maintenant. Kevin l'héritier, bonjour. Bonjour Dimitri. Alors que la 56e édition du Salon de l'agriculture commence, comme on l'a mentionné tout à l'heure, nous faisons ensemble un petit point sur l'édition précédente. Alors 2018, est-ce que c'était un bon millésime, Kevin? 2018 fut une très belle année pour le Salon de l'agriculture. Premier chiffre, 672 568 visiteurs, on aime être précis, étaient présents en 2018, soit plus de 50 000 curieux par rapport à 2017. Et pour rappel, 2014 détient encore le record de fréquentation avec 703 000 fidèles. Étaient aussi présents de nombreux professionnels, 33 000, il faut le rappeler, le Salon de l'agriculture est aussi un excellent endroit pour rencontrer d'autres professionnels et ainsi signer ensemble des contrats. En 2018, près de 1000 exposants étaient présents, venant de 22 pays, une audience de 8 millions de personnes sur les réseaux sociaux et près de 10 000 retombées presse. Alors le salon, c'est un moment important pour les politiques, c'est un rendez-vous annuel et Emmanuel Macron s'est fait remarquer l'année dernière. En effet, comme chaque année, le Salon de l'agriculture a vu défiler beaucoup d'hommes et de femmes politiques. 40 visites officielles ont été comptabilisées par les organisateurs, à commencer par le président de la République, Emmanuel Macron, qui a battu tous les records en y passant plus de 12 heures le jour de l'inauguration. Autre venu remarqué, Nicolas Hulot, après avoir déclaré dans la presse qu'il ne se rendrait pas au salon, l'ancien ministre de la Transition écologique s'y est rendu. Et pour information, Emmanuel Macron, vous l'avez dit, est déjà présent au salon. Oui, il est venu aujourd'hui. Merci pour ce bilan 2018 donc, de cette édition du Salon de l'agriculture. Un mot très rapide, vous avez assisté à l'arrivée des agriculteurs 2019, comment ça s'est passé? Alors, les agriculteurs et les animaux sont arrivés pour beaucoup hier, vendredi. La cacophonie a alors démarré dans le salon. Nous avons rencontré hier des éleveurs de moutons et brebis qui amenaient leur bétail à leur enclos. Nouvel espace de vie pour ces animaux pendant plus d'une semaine. Après, pour certains, 1h30 voire 5 heures de route pour la plupart. La journée d'hier était donc consacrée à l'installation du stand. Un mot d'ordre, propreté pour s'assurer un bon salon et une bonne semaine. Logique. Hugo Franceschi. Oui, tout à fait. Juste quelque chose pour rappeler pour les petits curieux qui auraient apprécié le Salon de l'agriculture l'année dernière. Vous pouvez totalement retrouver sur le site internet du Salon de l'agriculture les lauréats du Grand Prix général agricole. Tous les meilleurs vins, les meilleures terrines, les meilleurs saucissons. Bref, de quoi se lécher les baguettes. De quoi se régaler. Merci beaucoup Kevin l'héritier. On vous retrouve dès demain pour un autre point sur la journée d'aujourd'hui du Salon de l'agriculture. On va enchaîner avec vous, Antoine Lhermitte. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous êtes le nouveau monsieur animal, hein, oui. Le copain des animaux, le copain des bêtes de cette édition. Et vous avez ramené un copain aujourd'hui. Oui, je suis venu avec un ami, j'ai pas envie de venir tout seul. Vous voyez ici, je suis avec un petit lapin. Alors un petit lapin beaucoup trop mignon. On a baptisé John ici dans la rédaction. C'est un peu la tradition aussi sur Fréquence ESJ, tout le temps. Pour À travers Champs, on vient souvent. On inaugure À travers Champs avec un lapin. Et aujourd'hui, on l'inaugure avec John. John qui est donc un bélier nain. Comme on le voit ici, il n'est pas grand, parce que c'est pas un bébé ici, hein, c'est un lapin qui est déjà... On a deux doigts de le confondre avec le canapé quand même. Hein. Oui, on n'est pas loin. On n'est pas loin. Et en fait, ce lapin, il nous est fourni par Jean-Claude Périquet, qui est le président de la Fédération française de volailles. C'est tout le paradoxe. Ouais. Mais ici, au Salon de l'agriculture, les volailles et les lapins sont extrêmement liés, puisqu'on retrouve beaucoup de ces animaux ensemble ici dans le hall 4, où nous sommes actuellement. Vous pouvez trouver en tout 1400 bébêtes. Ah, quand même. 1400. Oui, reviens-toi. Oui. Il a envie de partir. Voilà, oui. C'est ça. Oui, je crois que votre ami vous aime pas beaucoup, Antoine. Les relations sont tendues, mais on va y arriver. Donc 1400 animaux. Ouais, 1400 animaux. On compte en tout 500 volailles, donc tout ce qui va être poules et coqs, 400 lapins,
et à peu près 300 pigeons, donc ce qui fait à peu près 1200-1300. Donc on est à peu près autour de ça aujourd'hui. Vous pouvez aller les voir dans le hall 4 donc. Et il y a également des ateliers qui sont organisés, des ateliers quotidiens. Il y a 12 ateliers quotidiens par jour, forcément. Le but d'être quotidien, oui. C'est le but d'être quotidien, effectivement. Parmi ces 12 ateliers, vous avez des présentations. Quand on est arrivé, nous, par exemple, c'était la présentation d'un pigeon. Oui. Mais des pigeons, des beaux pigeons. Des pigeons d'élevage, pour le coup. Des pigeons d'élevage, des pigeons de compétition. Vous avez également des présentations de lapins, des différentes races, des présentations des poules. Vous avez également des conférences. Oui. Et à ce propos, justement, Antoine, est-ce qu'il est possible d'adopter un lapin? C'est tout à fait possible d'adopter un lapin, je vais terminer là-dessus. Tout à fait possible d'adopter un lapin. Vous avez des lapins ici qui ont été jugés et qui sont surtout vendables pour 50 € en moyenne. Donc il suffit de vous rendre dans le hall 4 et d'aller discuter simplement avec les propriétaires. C'est autour de 50 € pour ramener un lapin chez vous. Gage de qualité, forcément. Et ils sont super mignons en plus. Regardez, c'est des amis. On est obligé de les aimer. Merci beaucoup Antoine Lhermitte. Est-ce que vous avez une idée à peu près de l'animal de demain? On verra. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce ne sera pas un lama. Ce ne sera pas un lama. C'est promis. Merci beaucoup Antoine Lhermitte. Donc l'ami des bêtes de l'équipe de Fréquence ESJ et d'À Travers Champs. Dans quelques instants, dans une minute, on retrouve Hugo Franceschi, Yanis Darras et Lucas Pierre avec Benjamin Cauchy, le gilet jaune qui sera avec nous pour répondre à nos questions et aux questions de la rédaction. Vous pouvez vous poser vos questions aussi sur les réseaux sociaux, sur le Twitter et sur le Facebook Live de Fréquence ESJ. Posez vos questions, on les posera en direct. À tout de suite. De retour dans À Travers Champs sur le studio du Siècle Vert et j'ai été rejoint par beaucoup de monde, notamment vous Benjamin Cauchy. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On a une petite tradition à Fréquence ESJ pour présenter l'invité. C'est Camille Garcette qui s'en occupe et il fait votre portrait dans une manière un peu spéciale. Bonjour. Bonjour Dimitri, Camille. tout d'abord, bonjour Benjamin Cauchy, bonjour Lucas Pierre. Eh bien, écoutez, oui, comme Dimitri l'a dit, l'année dernière, on avait fait exactement sur le même schéma, c'est vous présenter de façon un peu particulière et puis je pense qu'on va pouvoir y aller. Dimitri. Ouais. Exactement, on vous présente en rap. On va pouvoir lancer la musique pour que Camille puisse rapper. Voilà. Benjamin Cauchy pour notre premier invité. La saison 2019 ne pouvait pas mieux commencer. Porte-parole des Gilets jaunes il y a de ça quelques mois. À Toulouse, on vous voit toujours en train d'élever la voix. Mais certains ont cerné votre petit jeu, politiser un mouvement pour réaliser votre vœu. Car vos vraies motivations sont remontées à la surface en politique. Vous vouliez juste vous faire une place. Ancien élu UMP, les gens ont compris. Vous êtes écarté et vous n'êtes pas surpris. Dans les manifs, il y a toujours un parti pris, sauf que celui-là n'était pas en faveur de votre parti. Une sorte de porte-parole qui ne porte que la sienne. Politiser des mouvements de foule, il y en a toujours qui essayent. Plus dans les médias que dans les manifestations. Je suis pas sûr que vous connaissez leurs revendications. Non, dites-nous maintenant la vérité. C'est qui votre contact sur BFM TV? J'ai jamais vu quelqu'un autant derrière leur micro. Vous avez fait mieux que Florian Philippot. Bref, Benjamin Cauchy. Et maintenant Gilet jaune libre, nouvel élan, nouveau mouvement. Deuxième tentative, aujourd'hui c'est votre jour. Car nous sommes samedi, on vous demandera juste de pas bloquer la sortie. Hey. Merci. Merci Camille Garcette, bravo. Merci à vous. On vous avait prévenu de façon originale. C'est excellent. C'est excellent, c'est plein de contre-vérités, mais en tout cas, la nouvelle star n'a plus besoin de faire d'émission. C'est super. Bravo. On va pouvoir l'envoyer dans les castings des différentes émissions. Merci beaucoup Camille Garcette Merci. pour ce portrait de l'invité qui va pouvoir maintenant répondre aux questions de Lucas Pierre qui est également avec moi. Bonjour Lucas. Oui, bonjour Dimitri, bonjour Benjamin Cauchy. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous vous sentez encore gilet jaune? Bien sûr, comme à peu près 70% des Français, on n'a pas besoin de porter un gilet jaune, on n'a pas besoin de descendre dans la rue tous les samedis après-midi, on n'a pas besoin de bloquer des ronds-points pour être un gilet jaune. Si vous vous sentez encore gilet jaune aujourd'hui, est-ce que vous allez manifester cet après-midi? Alors oui, en fin d'après-midi, je serai présent sur le cortège parisien, mais encore une fois, je me sens comme 70% des Français. On manifeste de différentes manières et j'invite notamment, et je profite de votre antenne, pour appeler les Français à manifester numériquement cette fois-ci, en allant prendre Emmanuel Macron à son propre piège. Il a mis en place le granddébat.fr. Soyons des millions à aller sur le site
granddébat.fr. Faisons exploser granddébat.fr en allant réclamer la réindexation des retraites, par exemple. Sur notre antenne, en décembre, vous estimiez qu'il n'était pas utile d'avoir un acte 5 à l'époque. On est à l'acte 15 aujourd'hui. Votre pensée, elle a changé aujourd'hui? Non, au moment où j'ai dit ça, c'est parce que nous étions allés à la rencontre du Premier ministre, Édouard Philippe, et donc nous étions dans un moment de confiance réciproque où le Premier ministre avait bel et bien entendu nos revendications. Malheureusement, comme il l'a dit lui-même, le Premier ministre n'est que le conducteur de travaux et l'architecte est à l'Élysée. L'architecte n'en a strictement rien à faire des Gilets jaunes, donc du coup nous avons repris le mouvement, nous avons repris le pavé. Toujours sur notre antenne en décembre aussi, vous disiez de Nicolas Dupont-Aignan que c'est le seul qui a une constante, il est le plus cohérent dans son programme par rapport aux revendications des Gilets jaunes. Pourtant, quand vous quittez le mouvement des Gilets jaunes, vous dénoncez un manque de clarté sur les revendications. Oui, alors pour quitter le mouvement des Gilets jaunes, il faudrait déjà y rentrer, donc il faudrait avoir une carte. Vous avez bien compris qu'on n'était pas structuré, donc libre à chacun d'aller et venir. Mais en tout cas, vous avez déclaré ça, vous avez déclaré qu'il y avait un manque de clarté sur les revendications. Bien sûr, il y avait un manque de clarté au mois de décembre sur les revendications, pour la simple et bonne raison, c'est que les revendications initiales, que sont celles du pouvoir d'achat, de la justice fiscale, de la justice sociale, étaient en train de se dissoudre dans des revendications beaucoup plus politiciennes, avec de l'entrisme de la France Insoumise, de NPA, de lutte ouvrière, qui sont venus teinter d'extrême gauche ce mouvement. Mais vous dites qu'il y a justement, on peut les retrouver dans le programme de Nicolas Dupont-Aignan. En tout cas, c'est le plus cohérent par rapport aux revendications des Gilets jaunes. Bien sûr, par rapport au pouvoir d'achat, par exemple, sur la nationalisation des autoroutes, c'est depuis 2005 Donc politiquement, les Gilets jaunes, ce sont Nicolas Dupont-Aignan? Non, en tout cas, je pense que consciemment ou inconsciemment, la France des Gilets jaunes est une France qui est souverainiste et qui refuse la mondialisation des premiers de cordée, comme Emmanuel Macron tente de le faire croire aux Français. Donc voilà, clairement c'est ça. Et je trouve effectivement que Nicolas Dupont-Aignan est le plus proche de cela. Mais ça, encore une fois, ce ne sont que mes convictions personnelles et je ne vais pas engager l'ensemble des Gilets jaunes sur mes convictions. Ce sont vos convictions personnelles, mais vous portez en porte-parole des Gilets jaunes, donc ce sont vos convictions personnelles peut-être. Mais vous savez qu'il y a des dizaines de milliers de Gilets jaunes qui pensent exactement la même chose que moi, soyons bien clairs. Nous ne sommes pas des béni-oui-oui, les Gilets jaunes ne sont pas apolitiques, les Gilets jaunes sont transpolitiques. Il y a des Gilets jaunes qui sont de gauche, de droite, d'extrême gauche, et il y a des souverainistes. Et bien j'en fais partie, il y a des souverainistes de gauche et de droite, et on se rassemble sur les ronds-points, sur les réseaux sociaux, et on exprime effectivement des revendications sur le pouvoir d'achat, dans le respect des institutions, dans le respect de la Ve République. On peut faire changer les choses. Merci Benjamin Cauchy. Merci à vous. Merci Benjamin Cauchy. Merci, et super le rap. Voilà. Au moins, il y a déjà le compliment pour le rap. Merci de vous être déplacé sur notre plateau pour avoir répondu aux questions de Lucas Pierre et d'avoir réagi au rap de Camille Garcette qui aime bien de temps en temps présenter les personnalités politiques. On peut vous considérer comme ça. Allez, on va dire ça. Merci d'être venu. Merci. On vous souhaite une bonne journée sur le Salon de l'Agriculture, donc la 56e édition. Peut-être un programme aujourd'hui en plus pour visiter le salon peut-être? Oui, absolument, visiter le salon, aller à la rencontre des exploitants agricoles. Et puis j'ai un petit péché mignon, c'est le stand des Antillais. J'y ai vécu un an, donc j'aurais grand plaisir à aller sur le stand des Antillais. On les connaît, voilà. On les connaît et on comprend complètement. Merci beaucoup Benjamin Cauchy. Dans quelques instants, l'émission continue. On retrouvera notamment des producteurs. Antoine Lermite est allé chercher des producteurs d'Occitanie et de Nouvelle-Aquitaine. Également Alban Gamet de Saint-Germain. Petite nouveauté de l'année, fait des duplex. Voilà, on le retrouvera dans le salon de l'agriculture. Il est en train de se balader pour aller regarder les choses qu'on ne peut pas amener sur le plateau. Mais il nous montrera pas mal de choses assez intéressantes. C'est dans quelques instants dans À travers champs. De retour sur le studio du siècle vert au sein du salon de l'agriculture, toujours la 56e édition 2019. Et une des nouveautés de cette année, c'est la présence d'Alexandra Delbo, qui est notre scientifique de la rédaction. Et elle est avec Hugo Franceschi pour nous présenter un engin agricole très intéressant. Tout à fait Dimitri, évidemment, comment parler du salon de l'agriculture sans parler des manières de cultiver la terre, que ce soit avec des outils, avec des engins. Alors moi personnellement, je vous le dis tout de suite Dimitri, je n'y connais absolument rien. On est deux. Voilà, super, au moins tout le monde ici est paumé littéralement là-dedans. Heureusement nous avons notre experte en agronomie, en sciences agricoles on va dire, Alexandra Delbo. Bonsoir. Bonjour Hugo. Bonjour, pardon, Bonjour. excuse-moi. Mais évidemment, pour donc parler de ça, notre experte va donc revenir, mais sur une machine bien précise qui a révolutionné l'histoire de l'agriculture, c'est la moissonneuse-batteuse, Alexandra. Exactement. Et tout d'abord, un petit peu d'histoire. Donc, avant la mécanisation, les récoltes étaient faites avec des faux et des faucilles. La première étape de la mécanisation a eu lieu en 1834 avec le premier brevet déposé par un Américain, Cyrus Forcément, un Américain. McCormick, exactement. Il inventa une barre de coupe qui permettait donc de couper les tiges. Et il y a eu une seconde étape à la fin du 19e
siècle, avec une moissonneuse lieuse qui permettait de récolter et ensuite de lier les tiges ensemble en gerbes. Exactement. Et ensuite sont apparues les moissonneuses batteuses. Et donc justement, cette moissonneuse batteuse, son nom l'indique, elle fait la moisson et le battage du grain. Exactement, donc la moisson, c'est le fait de récolter les plantes à graines, que ce soit blé, orge, avoine, et elle se fait à différents moments de l'année en fonction de la céréale qui est récoltée. Et ensuite, il y a le battage, c'est le fait de séparer la graine de l'épi. Et pour qu'elle puisse remplir ses fonctions, cette machine possède deux parties. À l'avant, une partie qui va permettre de couper et à l'arrière, dans la machine, il va y avoir la partie qui permet de faire le battage. On rappelle juste, Alexandra, que c'est vous qui avez fait ce superbe petit schéma scientifique, n'est-ce pas? Absolument. Et très bien fait, hein. Très bien fait, bravo. Et on peut diviser cela en 5 étapes. Donc tout d'abord, on va avoir cette grosse partie, le rabatteur, qui va permettre de rabattre les épis sur la barre de coupe, juste ici. Et ensuite, on va avoir ce qu'on appelle un convoyeur, qui est un tapis qui va permettre de remonter les épis jusqu'au batteur. Et là, on part dans la partie battage. Donc le batteur est une espèce de rotor qui, contre cette paroi ici, va permettre d'écraser. Et va écraser en fait les grains. Exactement, par choc et friction, va permettre d'enlever du coup le grain de l'épi. Et ensuite, ça va se diriger sur cette chose verte, donc des secoueurs, qui va permettre à l'aide d'un tamis de faire tomber petit à petit les grains. Et ce qu'on voit, c'est qu'il va rester forcément des morceaux de paille et de paillotte à ce niveau-là. Et donc forcément, du coup, oui. Exactement. Et donc il y a une autre étape qui est le nettoyage à l'aide d'un ventilateur qui va permettre de souffler en fait les morceaux de paille qui restent. Pour les retirer en fait de cette moissonneuse batteuse. Exactement. Donc la paille peut sortir à différents endroits et ensuite tous les grains vont tomber ici et après être stockés dans le réservoir qui va pouvoir ensuite être déversé dans des bennes et dans les tracteurs. D'accord, mais du coup, ces résidus de paille, après, ils sont réutilisés, c'est bien ça, Alexandra? Exactement, ils peuvent être réutilisés pour l'élevage, en fait, premièrement, ou ensuite, ils peuvent être déposés pour couvrir les terres. D'accord, et du coup, cette machine en soi, parce que là, nous avons une moissonneuse-batteuse schématisée, mais cette machine, est-ce qu'aujourd'hui encore, elle continue d'évoluer, de se développer? Et, exactement, il y a énormément maintenant d'équipements qui peuvent être ajoutés. Il y a divers systèmes de contrôle, des systèmes de guidage, des systèmes de mesure de quantité récoltée et aussi même de la qualité du grain, de l'humidité des graines. Ah oui. Et ce qu'on sait maintenant, c'est que les moissonneuses batteuses peuvent récolter jusqu'à 80 tonnes de céréales par heure. Par heure? Exactement, par heure. 80. Avec des très grosses machines. Oui, oui, je me doute. Et est-ce que vous avez vu le film de Christopher Nolan, Interstellar? Évidemment, Alexandra. Donc vous devez vous souvenir que dans ce film, il y a des moissonneuses batteuses qui fonctionnent toutes seules et qui effectuent elles sont automatiques. totalement Oui, tout à seules fait. les récoltes. Et ces machines autonomes, maintenant, ce n'est pas que de la science-fiction, puisqu'il y a une université, l'université Harper Adams en Angleterre, qui a développé un projet nommé Hands Free Hectare. Et depuis 3 ans, l'exploitation de cette parcelle agricole se fait sans aucune intervention humaine. Donc on est bien loin de la faux et de la faucille. Ah, c'est sûr qu'on en est très loin. Mais en tout cas, merci beaucoup, Alexandra. Merci On rappelle que vous allez être présente tout au long du Salon de l'Agriculture à nos côtés pour vulgariser exactement en fait, tous les engins, tout le matériel dont on aurait besoin. Merci à vous deux. Merci surtout Alexandra, qu'on vous retrouve tout au long du Salon de l'Agriculture pour nous expliquer justement ces différents produits et faire des petites expériences. Hugo, rejoignez-moi. Maintenant, en fait, tout simplement, on va retrouver notre cher Alban Gamet de Saint-Germain. Oh, oui, il est en duplex. Il est en duplex dans le Salon de l'Agriculture et il se balade actuellement. Il est suivi par Arnaud Joly, qui est aussi membre de la rédaction et qui le filme et qui permet de rendre ce duplex possible. Et il est actuellement à la maison Micoulot, qui représente la ville de Beaumont, qui est dans le Tarn et Garonne. Alors Alban, est-ce que vous nous entendez bien? Alors je vous entends, ça coupe un petit peu, mais on va faire avec. Parce qu'il y a beaucoup de bruit dans le salon aussi, c'est pour ça. Ouais, il y a du monde, Alors, du coup, je vous ai entendu dire, je vous emmène dans le Tarn-et-Garonne, à Beaumont de Lomagne, très exactement, petite ville de près de 4000 habitants. Et on est donc à la maison Micoulot, que filme donc Arnaud Joly, avec une multitude de produits que va vous vidéo. Vous voyez, il y a énormément de monde déjà qui est ici, qui est présent au stand. Et on va chercher Françoise Micoulot, qui fait partie de la famille Micoulot. Alors, le temps que je la retrouve, pour vous dire, c'est une maison, donc on va se déplacer. C'est une maison qui existe depuis 1888. Donc, ça fait 131 ans que existe. Ils sont spécialisés notamment dans tout
qui est... Il faut que je... Ok. Donc, c'est bon, vous m'entendez ou pas? On vous entend. Oui. Là, on vous entend, oui. Ok, impeccable. Donc, je vais trouver, comme je vous disais, Françoise Micoulo, qui est la présidente en fait de la maison Micoulo. Et ben, je la vois. On va aller la voir. Alors, qui est avec, comme vous pouvez le voir en attendant, Arnaud, si vous pouvez montrer un peu tout autour. Voilà, on a différentes tables qui sont installées pour tout simplement le public pour venir déguster, voilà, avec des membres de la maison Micoulo pour déguster ces plats du sud, ces plats de cette région. Françoise, voilà, Françoise qui est avec nous. Bonjour Françoise. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la maison Micoulo? Alors, la maison Micoulo, c'est un descendant de 31 ans. Ouais. C'est l'arrière-grand-père qui a commencé à être charcutier. Alors attendez, juste on va rapprocher, il faut que tu te rapproches à Arnaud. Voilà, on va rapprocher un peu. N'hésitez pas à parler bien fort vers le téléphone. Voilà. Alors dites-nous tout. Donc, la maison Micoulo, 131 ans d'histoire. Oui, c'est l'arrière-grand-père qui était charcutier, le grand-père aussi, et nos parents sont passés de la charcuterie à la conserverie. On commençait en 1964 les premiers salons d'agriculture à Paris. Et depuis, on s'est développé et on n'a pas quitté le salon d'agriculture. Et alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut trouver à la maison Micoulo? C'est quoi vos produits phares? Le phare, c'est le programme de canard mi-cuit qui a été plusieurs fois médaillé au concours général agricole. Même nous a permis d'avoir le prix d'excellence en 2017. Et après, on a un très bon cassoulet, du bon confit, de canard avec des cèpes, des pommes sautées. En même temps, vous avez la cuisse de canard farcie au foie gras avec une sauce morille. C'est très très bon à goûter. Plein de bonnes choses. Et bien justement, vous parlez de goûter. Est-ce qu'on peut goûter quelque chose? Bien sûr. Ah, voilà, on va goûter. Alors, qu'est-ce que vous allez nous faire goûter? On va faire goûter le foie gras. Eh ben allez, c'est parti. Donc, on va goûter du foie gras. Foie gras donc qui a été... Ramenez-nous-en, s'il vous plaît, Alban. D'excellence. Tout à fait. Beaucoup. Voilà. Alors, comment ça se passe? Allez. En attendant, voilà. Donc, je vais continuer. En attendant, on va déguster donc du foie gras. Pour vous dire que donc la maison Micoulo, vous pouvez la retrouver notamment à Paris, puisqu'ils ont une boutique restaurant. Alors, je regarde dans mes fiches. Où est-ce que c'est? C'est Paris, voilà, Paris, dans le 14e arrondissement, 21-23 rue d'Odessa. Si vous voulez, tous les Parisiens qui sont présents au salon, ou même qui nous regardent, si vous voulez aller déguster ces produits du terroir de l'Occitanie, c'est donc à Paris dans le 14e. Après, vous pouvez vous déplacer à Beaumont de Lomagne. Ça vous fera une petite virée dans le sud où il fait beau, il fait chaud. J'ai perdu Françoise qui va nous trouver du foie gras. En attendant, on peut montrer peut-être un peu l'envers du décor. On va aller voir. Bonjour. Est-ce que c'est bon ce que vous dégustez? Oui. Vous prenez quoi là? C'est quoi ce que vous avez? Salade de chèvre. Très bien. Salade de chèvre, je vois, il y a du foie gras aussi. Vous avez du canard. De la terrine de campagne. Alban, va falloir nous ramener des produits là. Et tout ça bien assaisonné. Voilà, ça, honnêtement, je sais pas si vous à l'antenne, vous pouvez le voir, mais ça donne très très faim, très envie. Oui, on vous confirme, ça donne faim. On a vachement faim. Voilà. Merci beaucoup, Alban. Attendez, regardez, à vous de nous ramener des produits maintenant. Il y a le foie gras qui arrive. Alors, ça, c'est le foie gras de canard. Donne-le à la bouche là. Ouais. Plusieurs fois, on va couvrir à l'agricole et peut-être cette année. Donc voilà, foie gras entier de canard mi-cuit qui a été médaillé au concours agricole. Et donc vous espérez recevoir une nouvelle médaille cette année. Le concours, oui, mais on verra bien. Ah, on croise les doigts pour vous. Et ben je vous propose, on va goûter. Allez-y. Allez-y. Merci Alban. Va falloir nous ramener des produits maintenant. Va falloir nous en ramener pendant que vous profitez de la dégustation. C'est super bon. Bah, tant mieux. Merci de la consigne. Alban, va falloir nous ramener maintenant du foie gras. Va falloir nous ramener tous ces produits que vous nous avez vendus. Parce que là, vous nous donnez faim. Donc là, va falloir ramener quelque chose. Ça va être compliqué. Je pense que je vais tout bouffer sur la route. Eh ben non, on fait un effort avec Arnaud Joly. Merci à vous deux. On vous retrouve dans quelques minutes. On se retrouve tout à l'heure. On se retrouve tout à l'heure encore pour un autre duplex pour nous montrer d'autres produits. Alban l'a montré. On va pouvoir ouvrir cette session producteur avec les différents producteurs justement de différentes régions. Tous les jours, au sein de l'agriculture aujourd'hui, donc à travers champs, on attaque une nouvelle région. Et aujourd'hui, c'est Occitanie et Nouvelle-Aquitaine justement. Tout à fait, l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine qui font partie des 13 régions françaises de la France métropolitaine, bien évidemment. Mais vous pouvez également retrouver sur le salon les 5 régions des départements donc d'outre-mer, mais aussi des producteurs qui nous viennent des pays européens
comme la Exactement. Belgique, l'Italie, la Suisse, mais aussi de pays extra-européens. Ouais. On a par exemple des producteurs tunisiens, marocains, algériens et même un stand pour le Costa Rica. Exactement, c'est là où le Salon international de l'agriculture tient très bien son nom. Dans quelques instants justement, on retrouvera Kevin L'Héritier qui est déjà avec nous. Dans quelques instants, il nous fera un point justement sur l'Occitanie et l'arrivée des différents producteurs. On va vous proposer plein de petits produits pour vous mettre l'eau à la bouche comme Alban Gamay de Saint-Germain vient de le faire. Ah oui. Donc ça, c'est dans quelques minutes. Restez avec nous, à tout de suite. De retour dans À travers champs sur le studio du Siècle Vert, toujours accompagné d'Hugo Franceschi. Qui est avec Toujours moi. un plaisir Toujours. de vous accompagner. Alban Gamay de Saint-Germain a attaqué en parlant de différents produits des différentes régions. Aujourd'hui, les deux régions, c'est très simple, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine. Et Kevin L'Héritier, vous êtes de nouveau avec nous sur le plateau En effet. pour évoquer justement cette région, l'Occitanie. Voilà, l'Occitanie qui comporte 13 départements, elle fusionne les anciennes régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, et ses habitants sont tout simplement appelés les Occitans. C'est pratique, Pratique. au moins. Et vous allez également revenir sur un personnage emblématique de la France, mais aussi de la région. En effet, ne laissons pas traîner le suspense et rendons hommage à Jean Jaurès. Né à Castres, il était un ferveur défenseur de la langue et de la culture occitane. Et c'est durant un voyage à Lisbonne en 1911 qu'il acquiert la conviction que les langues régionales doivent être enseignées dans les écoles. Il prôna dès le XXe siècle l'enseignement bilingue occitan-français dans les écoles. Et d'ailleurs, dans 2 de ses articles, il insiste sur la facilité à apprendre les autres langues romanes lorsqu'on maîtrise le français et l'occitan. Enfin, comme vous le savez, le 31 juillet 1914, l'humaniste fut assassiné à Paris. On raconte qu'à Carmaux et dans les villages alentours, à la triste nouvelle de sa mort, tout le monde pleurait, tout le monde criait « On a tué notre Jean ». Voici donc un personnage important de l'Occitanie. Un personnage très emblématique. Merci beaucoup Kevin L'Héritier pour ce focus sur la région, l'Occitanie. Donc voilà, région du jour, le thème du jour avec la Nouvelle-Aquitaine. Et pour commencer également, on accueille Fafi Mohamed. Bonjour Fafi, installez-vous. Bonjour. Faites comme chez vous. Et vous n'êtes pas venu seul aujourd'hui parce que vous êtes accompagné. Je vous présente Claire Fourcade, je vous laisse vous présenter. Bonjour, je suis Claire Fourcade, je suis productrice d'oies à la ferme dans le Gers, où je fais du foie gras, du confit sur ma petite exploitation. Et Voilà. où est-ce qu'on peut vous retrouver, Claire, sur le Salon de l'Agriculture actuellement? Alors aujourd'hui, du coup pendant 10 jours, nous sommes au Salon de l'Agriculture à côté du stand de Gers. Le hall qui est juste à côté. Oui, Voilà, le hall pavillon 3. 3. Le pavillon numéro 3. exactement. D'accord. Celui Et qui sent la du- nourriture. Voilà, et du coup on a appelé nos stands L'amour est dans le pot, et à côté, on est à côté de Pierre et Fred, que c'est l'Armagnac qui est dans le pré. D'accord. Voilà. En plus. Le bon jeu de mots, le Comme bon ça, jeu voilà, de mots. on est bien ensemble. C'est ça, donc Claire va nous présenter aujourd'hui 3 de ses produits phares. Donc on va commencer avec des rillettes d'oie. Allez-y. Voilà, alors là c'est mes rillettes d'oie qui sont faites avec amour. Ah bah, ça a l'air, oui. Voilà, ces rillettes, c'est pratique parce que c'est pour l'apéro, avec des petits toasts grillés, un bon apéro, Ah, voilà, ça. et elles ne sont pas grasses. En plus, ouais. Voilà. Après, comme deuxième produit qui est sympa aussi, j'ai mon pâté campagnard. Le pâté campagnard, c'est de l'oie avec des pommes de terre. D'accord, donc Voilà. vous mélangez en fait de la viande d'oie et D'oie, des pommes de terre c'est ça, directement dans c'est le ça. pot. Et ça, en fait, le mieux, c'est de le mettre au frigo, on l'ouvre et on le tartine comme du beurre sur les toasts grillés. D'accord. Et Encore une notre fois, préféré pratique. quand même. Et voilà. On va Et, présenter et notre le préféré, œuf ouais. pâté que j'aime beaucoup, en fait, là, c'est une préparation, ça s'appelle l'amour est dans le pot, on reste dans le thème. Toujours dans le thème, ouais. Voilà. Et là, c'est des lasagnes d'oie. Lasagne d'oie, Voilà, comment ça c'est se ça. passe Et en fait, ça, c'est mes Ce sont des lasagnes d'oie. lasagnes, Dimitri. Des Oui, mais- lasagnes dans un pot. Des lasagnes Ah, c'est que je génial. mets dans un pot que je me fais. Et au milieu, je mets du foie gras qui fait la petite touche de plus. D'accord. Et en fait, du coup, tu prends le pot, tu le mets au bain-marie. Mhm. Et comme ça, après, on a juste à ouvrir et on fait une jolie assiette avec un petit peu de salade. Ah, c'est Et génial. on mange dans le pot. Ah oui, donc Voilà. Génial. vraiment avec C'est les l'amour pâtés. dans le- Ah oui. Oui, Et avec tout ça, les pâtés. Et tout ça à la base de mes oies D'accord. Voilà. Ah oui, donc des oies que vous élevez. que j'élève à la ferme. Voilà. Très bien, très Mais bien. sachez qu'elle ne le fait pas toute seule. Hein. Donc Voilà. c'est Claire et Sébastien. C'est donc voilà, son mari. Seb, mon conjoint, du coup. On est Très là. bien. Claire et Seb. Ah d'accord, oui, parce que vous avez fait l'amour est dans le pré, on Oui, voit j'ai sur le fait badge. l'amour dans le pré, puis du coup, il y a 4 ans. Voilà, où j'ai D'accord. rencontré Seb. Exactement. Et vous avez rencontré l'amour. Voilà, c'est ça, on a eu un petit garçon et voilà. Et Ah, tout se on passe est sur bien. la meilleure productrice hein, pour le coup. J'ai l'histoire d'amour, j'ai à C'est manger, ça. j'ai Ah, il y a tout. Voilà. C'est Et là, du génial. coup, on monte en famille, on est 8, on est entre 6 et 8 personnes, que la famille et frères, D'accord. sœurs. Voilà. D'accord. Ouais, donc Donc, c'est bah, vraiment une production très familiale. familiale, voilà. C'est ça, que j'ai repris de mes parents. voilà. Il Mais y a 8 ans. justement, enfin, dans tout ce qui est pâté, terrine, enfin, forcément, vous devez vous y connaître. Alors, expliquez-moi un peu, parce que moi, je me suis toujours posé la question, quelle est la différence entre un pâté et des rillettes, Alors, concrètement? Ça n'a rien à voir du tout.
Le pâté, c'est une préparation qu'on fait avec, par exemple, de l'oie, des pommes de terre, où on peut mettre du porc, plein de choses. Que D'accord. les rillettes, c'est plus fin. C'est la viande, c'est des magrets d'oie. Du coup, c'est pas D'accord. du tout, c'est plus fin en goût. Voilà, C'est pas fait avec les mêmes parties de l'animal. en Voilà, fait. c'est ça. Et c'est plus noble comme produit, on va dire. D'accord. Voilà. Et dites-nous avec quel genre de boisson est-ce qu'on pourrait consommer ces bien, petites rillettes? moi, je Avec dirais quel genre ça. de vin ça passerait mieux? Et moi, je dirais plutôt, même comme je reste avec l'amour dans le pot, avec du floc bien frais de l'Armagnac et dans le pré de mes collègues. Mais ça, parce que là, du coup, on en boit en même temps, ça passerait super bien. Et on resterait dans le local, le Gers. Exactement. Voilà. En plus. Bien entendu, alcool à consommer avec modération. C'est ça, On le toujours, répétera toujours, jamais assez. toujours. D'accord, bah, des bons petits conseils du coup pour bien manger sur ce salon de l'agriculture. Faire un bon C'est ça. petit apéro, là, ça va être parfait. C'est les consignes du jour. Merci beaucoup. Mais merci à vous. Merci de vous être Merci. déplacé donc sur notre stand du studio du Siècle Vert dans À Travers Champs pour nous présenter donc du pâté, des rillettes et puis votre produit phare, l'amour est dans le pot. Ça fait plaisir de voir ce genre de produit, donc des lasagnes. Ça fait plaisir. Lasagne d'oie. C'est ça. Merci beaucoup et merci à vous aussi, vous, Fafi merci. Mohamed, d'avoir présenté donc ce deuxième produit de l'Occitanie. Voilà, la succession de produits. Maintenant, on passe carrément à autre chose. Et Fafi a changé puisque c'est Antoine Lhermitte qui est de retour. Oui, j'ai changé. Ça va pas trop triste de lâcher le lapin? Non, surtout que j'ai trouvé une nouvelle amie avec qui ça passe très bien aussi, donc c'est très bien. Je suis avec Marie-Noël Tournès qui appartient au Clos des Combals et qui, comme vous le voyez ici, a l'accompagnement parfait, puisqu'on parlait de rillettes à l'instant, de pâté, etc. Et de l'accompagnement, on a ici deux très belles bouteilles de vin qui est là, si je dis pas de bêtises, Marie-Noël, qui est la première cuvée que vous avez cette année. Oui, c'est exact. Donc, je suis Marie-Noël Tournès, au Clos des Combals. Donc, je suis sur la commune de Saint-Jean-de-Fosse, à côté de Montpellier, au sortir des gorges de l'Hérault, à côté de Ça s'entend. 5e le désert. Un petit accent, j'entends. Un léger accent, mais qui est Voilà. agréable. Ça amène le soleil à Paris. Voilà, donc on fait du vin, de l'huile d'olive et des olives. Et alors moi j'ai une question, on en parlait tout à l'heure. Vos bouteilles ici, je ne sais pas si on le voit à la caméra, elles ont des noms. On a ici appliqué et initié. Ce sont des noms exclusivement féminins parce qu'il y a une histoire assez intéressante Voilà. à raconter. C'est ça, parce qu'en fait, on est un domaine exclusivement féminin, puisque c'est mon arrière-grand-mère, ma belle-mère et moi donc qui a fait la suite. Donc avec des caractères assez trempés, assez forts. On s'en Donc doute. voilà, pour mener l'école de vendangeur, donc il fallait vraiment avoir un assez fort caractère. On est très accroché au travail, à cette valeur, à la terre. Donc on a voulu donner une féminité à nos cuvées, donc en le féminisant par l'appliquer. Donc c'est une valeur qui nous tient à cœur sur l'application que l'on met à prendre soin de nos vignes, de nos oliviers dans notre travail, et l'initier, puisqu'avant je travaillais en secteur médico-social avant de faire la vigne. Ah oui. Donc c'est une reconversion. Ah oui, une reconversion totale. Voilà. Vous avez vraiment changé de. C'est ça, donc sur l'apprentissage, les coûts de la vigne et de la nature. Alors, Voilà. on a également du vin rouge ici, on a ramené que 2 exemplaires ici, mais on trouve vraiment de tout. Vous êtes dans le hall 3. C'est ça. Le hall évidemment régions. des régions. En région Occitanie, là on peut vous retrouver. Qu'est-ce que justement en termes d'accessibilité, de prix, d'accompagnement, comment on se procure votre vin, à combien et avec quoi on peut le boire? Alors, donc pour l'appliquer, donc c'est un rosé de Syrah Grenache, un AOC Languedoc. Alors, vous pouvez venir sur le hall 3, donc sur les produits régionaux, sur le stand du département de l'Hérault. Très bien. Voilà. Donc il est certifié en fait ce vin. Il C'est a ça. Un label. Il est en appellation d'origine contrôlée, Languedoc rosé. Et puis si vous n'avez pas l'occasion de vous rendre au salon d'agriculture cette semaine, vous pouvez les retrouver sur la page Facebook, le Clos des Combals, hein, tout simplement comme ça se prononce, COMBALS. Ah bah, si on peut en commander, dans ce cas-là c'est parfait. C'est l'occasion également. Merci beaucoup Antoine et merci aussi à vous de vous être Merci déplacé beaucoup. pour la présentation donc, de vos 2 produits qui donnent bien aussi envie. Ça donne soif. là, Ça pour le donne soif, voilà, c'est bien. On a eu faim, on a soif, mais on n'a toujours pas le droit de toucher pour l'instant. C'est très bien. Merci beaucoup de vous être Merci déplacé. beaucoup. Merci à vous aussi Antoine Lhermitte. Merci à vous. Merci de vous être déplacé donc pour cette région Occitanie. On va pouvoir enchaîner. Vous allez pouvoir partir maintenant avec Patrick Urban. Vous allez rejoindre Patrick qui a un produit high-tech à nous présenter.
Tout à fait, Patrick, donc qui Bonjour, Hugo. est le plus, de plus en plus, donc les agriculteurs font appel au service des entreprises qui fabriquent des outils dans le but de faciliter le quotidien des agriculteurs. Et chaque jour, donc Patrick Urban. Bonjour Patrick, c'est vrai, je ne vous ai pas dit bonjour. Vous allez donc nous présenter des innovations technologiques à chaque fois sur le mode agricole. Et donc toutes celles-là, vous pouvez les retrouver au hall 4, le hall où nous nous situons. Donc c'est à quelques mètres de notre plateau. Exactement, et aujourd'hui, on met à l'honneur la petite start-up qui est basée à Nantes qui s'appelle Winat. Et nous sommes en très charmante compagnie de Jérôme Leroy. Vous êtes le fondateur de Winat. Et ce que vous proposez, c'est que des outils connectés comme ces capteurs, comme l'on peut le voir ici même à l'écran, qu'est-ce que c'est exactement? Pourriez-vous nous expliquer un peu le fonctionnement de cette station météo? Alors cette station météo permet aux agriculteurs d'avoir en direct sur leur téléphone mobile des informations toutes les 15 minutes de mesure de la pluie par ce système-là, de mesure d'humidité et de température, et d'avoir aussi accès à une application mobile qui permet de prendre des décisions au quotidien dans la ferme. D'accord. Et vous avez 5 autres types de capteurs comme celui-ci, par exemple le capteur gel, par exemple, qui est la nouveauté de 2019. Il y a aussi le tensiomètre, c'est bien ça? Tout à fait. Et c'est le même fonctionnement pour tous? Alors pour les différents capteurs, ça dépend des usages des agriculteurs. Par exemple, un viticulteur va avoir besoin de ce capteur-là, mais a aussi en option la capacité d'acheter un capteur gel pour anticiper ces périodes de gel qui impactent fortement la vigne. Et pour les agriculteurs qui irriguent, ils ont accès aussi à un outil qui est un peu sous le même style, toujours le même boîtier, mais tout simplement un capteur différent qui remonte lui une information d'humidité du sol. Justement, en parlant de capteurs, apparemment la nouveauté majeure de 2019, c'est un nouveau capteur, nouveau type de capteur, c'est bien ça? Exactement, donc dans ce capteur qui mesure 3 paramètres, on a intégré une nouvelle technologie qui nous provient de Suisse et qui permet en fait aux agriculteurs d'avoir accès à un capteur au meilleur niveau mondial de précision et qui demande un entretien annuel pour les agriculteurs qui souhaitent le plus de précision possible et qui permet à l'agriculteur, avec un simple démontage, de nous envoyer le capteur par la poste avec un simple aller-retour. On peut le montrer à la caméra? On se rapproche. Voilà, donc ici vous pouvez avoir le capteur qui permet d'être maintenable et d'envoyer par un simple envoi par la poste et qui permet à l'agriculteur de repartir pour une saison nouvelle avec une information extrêmement fiable et un remontage qui se fait en quelques secondes. Et le total, ça coûte combien ce genre de capteur pour nos agriculteurs? Donc ce capteur, il vaut 498 €. Et ensuite, nos agriculteurs sont abonnés à notre application. Et l'abonnement de base démarre à 119 € l'année, c'est-à-dire moins de 10 € par mois. D'accord. Et j'ai entendu dire, vous m'aviez dit tout à l'heure en off, que l'agriculteur peut partager ses données avec les autres agriculteurs qui font partie de la communauté Winat. Pourquoi est-ce essentiel de partager les données entre agriculteurs? Oui, exactement. Le monde agricole est un monde collaboratif depuis des centaines d'années. Et effectivement, sur cette donnée météo, les agriculteurs ont aussi souhaité collaborer au sein de l'application Winat. Et donc de partager leurs données, de partager leurs exploitations et ainsi pouvoir se mettre des alertes sur des capteurs qui ne leur appartiennent pas ou pouvoir visionner la donnée d'un capteur qui ne leur appartient pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des exemples, par exemple en Charente-Maritime, où on a une vingtaine de capteurs installés, une cinquantaine d'abonnés sur 20 capteurs et les personnes qui sont le plus éloignées de la mer se mettent des alertes sur les capteurs qui sont tout proches de la mer. Ça leur permet de partager la donnée et de fonctionner en mode collaboratif. L'année dernière, vous étiez déjà présent ici sur le studio du Siècle Vert. Vous avez annoncé 1200 abonnés. Aujourd'hui, il y en a combien? Aujourd'hui, on est à 3000 capteurs positionnés partout en France et 2500 abonnés payants. Bah, c'est plutôt pas mal. On va se dire à l'année prochaine, du coup? Oui, je vous remercie de votre invitation et à l'année prochaine. Merci beaucoup, Jérôme Leroy. Merci beaucoup d'être venu et d'avoir présenté, donc, on rappelle, c'est la start-up Winat qui fait donc des capteurs climatiques, si on peut le dire. Capteurs, voilà. Prévision météorologique. Donc très utile aux agriculteurs et d'ailleurs les agriculteurs s'en servent en groupe, ils s'en servent ensemble. C'est le côté à la fois ludique et collectif de l'agriculture. Merci beaucoup. Et collaboratif. Merci à vous trois d'être venus sur ce plateau pour présenter. Hugo, vous allez pouvoir me rejoindre. Oui. Voilà, on est ensemble encore pour pas mal de temps puisque là on va attaquer la deuxième région du jour. Il s'agit de la Nouvelle-Aquitaine. Voilà, on est passé sur l'Occitanie, maintenant la Nouvelle-Aquitaine. Et Kevin L'Héritier, vous êtes encore avec nous. Vous êtes le présentateur de toutes ces régions aujourd'hui. Et donc du coup, vous allez nous présenter la Nouvelle-Aquitaine. Totalement, la Nouvelle-Aquitaine comporte 12 départements. Elle fusionne les anciennes régions Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes.
C'est pas mal. Et donc la Nouvelle-Aquitaine est connue donc pour ses 3 M. Qu'est-ce que c'est? Les 3 mousquetaires d'Alexandre Dumas, bien sûr. Ah, évidemment. Figurez-vous, Cathos et Aramis sont originaires des villages du Béarn. Mais les 3 M, c'est aussi et avant tout un trio d'écrivains de choc, Montaigne, auteur et maire de Bordeaux, Montesquieu, qui a rédigé de l'esprit des lois dans son château de la Brède, et François Mauriac, qui a vécu au domaine de Malagar. Allez, encore une note d'histoire avec Aliénor d'Aquitaine, cette reine insoumise, mariée à 2 rois et mère de 8 enfants, dont Richard Cœur de Lion, attention, a marqué l'histoire d'Aquitaine. Autre personnalité royale, Henri IV, roi de France et de Navarre, qui est né à Pau. Quant à l'impératrice Eugénie de Montijo, épouse de Napoléon III, elle a donné son nom à la ville d'Eugénie-les-Bains. Voilà, qu'elles y soient nées ou qu'elles y aient habité, toutes ces personnalités célèbres ont aimé et ont encore à cœur cette région, la Nouvelle-Aquitaine. Et on va pouvoir parler aussi un peu de sportifs dans cette région. Totalement. Alors, les sportifs, l'Aquitaine est aussi une terre de sportifs, vous l'avez dit Dimitri. Des rugbyman célèbres y ont joué, comme les frères Moga, Serge Blanco. Et savez-vous d'ailleurs que Christophe Dugarry et Bixante Lixaratsu, les 2 champions du monde de football en 98, sont aussi originaires d'Aquitaine. Mais attention, il n'y a pas que le foot. Les joueurs de pelote basque Joseph Aspetegui, Fernand Foguès ou encore Pampi Laduche sont aussi des personnalités très connues et très célèbres d'Aquitaine. Voilà, pas mal de sportifs, pas mal de nourriture et aussi pas mal d'histoires. Merci beaucoup Kevin L'Héritier donc pour ce zoom sur la région de la Nouvelle-Aquitaine. Et on va pouvoir maintenant accueillir de nouveau Fafi Mohamed. Et oui, rebonjour. Rebonjour, cette fois-ci vous venez avec quelqu'un d'autre encore, un autre producteur. Bonjour. Je suis là avec Patrick. Bonjour Patrick. Vous avez le petit micro. C'est pas grave. Ça sera mieux avec un petit micro. C'est mieux avec le micro. Voilà, je suis de la Dordogne, dans l'endroit où justement à la télé on a vu le boucher, où était tourné le boucher à Trémola. Ouais. Et donc nous sommes des artisans du foie gras. Et donc ici dans le hall Nouvelle-Aquitaine, j'ai une boutique de foie gras et un restaurant qui s'appelle La Table de Jean. Et il est voilà, c'est un habitué du salon de l'agriculture, c'est son 32e salon. Ah oui, quand même. 32 sur 56. 32 sur 56, c'est un bon chiffre. Tout à fait, ouais. On a commencé en 86 avec une petite boutique et après on a grandi. Mais vous savez, on est des tout petits fabricants et une toute petite entreprise. Hein. Oh, c'est pas la taille qui compte, justement, si vous dites que vous avez une petite entreprise, vous avez quand même ce restaurant sur le salon de l'agriculture, donc ce stand sur lequel vous servez tous vos mets délicieux, j'en suis sûr. Est-ce qu'il y a également des animations, puisque sur plusieurs stands du salon de l'agriculture, on voit aussi des particularités musicales ou vestimentaires qui s'expriment? Non, mais pour vous dire, nous, on ne peut pas se permettre d'avoir des animations. Les stands d'animation se font sur des stands qui sont aidés par les régions et tout ça. Nous, on est purement indépendants. Donc, on est obligé Vous n'êtes pas subventionné. On n'est pas du tout subventionné. Pour vous donner un exemple, le restaurant que j'ai de 120 mètres carrés me coûte 45 000 € hors taxe avec 20 personnes qui travaillent. Et donc, on est obligé de travailler. Voilà, on ne peut pas se permettre de faire des animations. Après, il y a des stands qui sont faits pour ça, qui sont aidés par les régions. Très bien. C'est ça, et du coup, vous me disiez, donc votre foie gras, vous le produisez vous-même? Voilà, on est du Périgord et donc on fait l'IGP Périgord, identification géographique protégée. Et le fait d'avoir le restaurant et une boutique, ça met les gens en confiance. Ça veut dire qu'on est obligé de s'appliquer au restaurant. Et s'ils mangent bien au restaurant, ils auront s'approvisionner à la boutique. Et vice-versa. Ah oui. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que ça peut apporter d'avoir cette idée de voilà, on vient du Périgord et on fait du foie gras. Qu'est-ce qu'il a de plus en fait? C'est à vous par le biais de la dégustation que vous pouvez avoir un autre foie gras sans critiquer les autres maisons. Oui, évidemment. Le fait d'être là, de faire goûter, c'est là que vous allez justifier le prix de votre foie gras. Oui. Parce que le prix ne veut rien dire. Vous comprenez ? Si vous voulez de la qualité à un moment donné, il ne faut pas faire des comparaisons avec du foie gras diffusé en grande surface. Il y a du très bon foie gras en grande surface. Ça n'a rien à voir. Mais pour justifier la qualité de vos produits, le fait de le faire goûter en restaurant et de le faire connaître à la boutique, les gens y comprennent et ils voient pourquoi il y a une différence. Et vous, donc, moi qui ai vu votre restaurant et qui ai vu votre petite boutique qui est là-bas, comment est-ce que vous avez ramené tous ces produits jusqu'ici? Ah bien madame, d'abord nous sommes arrivés il y a une semaine. Bon, d'abord nous avons deux camions frigo. Et au fur et à mesure du montage, avant que le salon arrive, nous nous faisons livrer tous les produits frais pour le restaurant et la boutique par des organismes comme TFE, vous savez, des transports frigorifiques. Et après, on a deux camions frigo. J'ai un petit camion de 26 tonnes et un petit camion frigo où on met tous nos légumes. Bon, les légumes ne viennent pas du Périgord. Hein.
Mais on a tout stocké dans des camions frigo derrière notre stand. Et c'est rentable pour vous à la fin du salon de l'agriculture, c'est votre 32e, du coup faire tous ces déplacements, les frais de déplacement, est-ce que vous vendez ici, est-ce que c'est rentable au final? Oui, c'est rentable parce que je ne suis pas un philanthrope, mais ce qu'il y a, c'est des gestions très très rigoureuses. Il faut bien gérer, il ne faut pas croire que parce qu'on a des stands d'un investissement comme ça, qu'on vient ici se faire beaucoup d'argent. C'est une gestion. Et en plus, c'est que moi, je suis fils de paysan qui a monté ça. Et c'est que je crois à ce métier, quoi. Et voilà. C'est familial. Il y a quelque vraiment chose de familial. familial. J'ai croisé votre fille de l'autre côté aussi qui travaille avec vous. Tout à fait, mais ma fille qui est en terminale, qui n'est pas encore dans l'entreprise. Non, elle est en terminale. Non, on va pas la faire travailler maintenant. Merci beaucoup, merci Fafi Mohamed de vous être déplacé et d'avoir pu ramener Patrick. Merci infiniment d'être venu sur ce plateau et de pouvoir nous parler de votre restaurant et de votre boutique qu'on peut retrouver donc dans le pavillon 3 dans la région donc Nouvelle-Aquitaine. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc on vous disait tout à l'heure pendant que tout le monde est en train de repartir de son côté pour pouvoir vous préparer la suite de l'émission et les émissions qui arrivent. Vous inquiétez pas, il y a beaucoup de surprises. On va retrouver notre envoyé spécial, Alban Gamet de Saint-Germain, qui était parti tout à l'heure pour nous présenter du foie gras et qui nous avait clairement donné extrêmement faim. Ah bah, je pense que là il a bien mangé et maintenant il est en forme, il a le ventre plein. On va pouvoir le retrouver, il va nous présenter d'autres produits et d'autres choses du salon de l'agriculture. Alban, est-ce que vous nous entendez? Oui, alors est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le micro cette fois-ci marche? Oui, on vous entend, Alban. On vous entend, tout fonctionne. Impeccable, parce qu'il y a pas mal d'ambiance. Là, vous voyez, juste derrière moi, là, ça, voilà. Avec les tenues traditionnelles. Comment? Plus près du téléphone? Ok. Alors là, en fait, je vous emmène à Espelette, à la maison Biffer Teguia. Maison donc Biffer Teguia à Espelette, près de 2000 habitants dans les Pyrénées-Atlantiques, où la spécialité, c'est le travail avec le piment d'Espelette. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le piment? Le piment, j'utilise partout, donc qui est un très bon ingrédient pour renforcer le poivre, qui parfume différemment, qui n'est pas plus fort et qui est très bon, qui est bon pour l'estomac. Alors voilà, je ne sais pas si vous avez bien entendu, mais le piment d'Espelette qui s'utilise vraiment partout, dans toute la cuisine, donc on peut l'utiliser partout, qui est en remplacement du poivre et qui est moins fort et même bon pour la santé. Et aujourd'hui, vous avez une spécialité, vous venez avec une petite nouveauté cette année. Une petite nouveauté? Vous avez le sirop de piment d'Espelette. Un sirop de piment d'Espelette. Alors est-ce qu'on peut le goûter? Oui, bien sûr. Voilà, c'est la petite nouveauté. Alors pour la petite anecdote, voilà, moi, Biffer Teguia, l'année dernière, j'ai acheté des produits, c'est juste une tuerie. Vous allez pouvoir en acheter et en ramener du coup pour nous. Présentez-nous rapidement son stand et ses produits. Rapidement, présentez-nous tout ça. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Là, on vient à votre stand. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme produit? La poudre de piment d'Espelette est bien sûr de qualité, qui se conserve bien, qui vieillit bien, du sel au piment, de la fleur de sel. Alors je vais dire en même temps, voilà, il y a donc de la poudre du piment d'Espelette, du sel au piment d'Espelette, on a de la moutarde aussi à l'ancienne au piment d'Espelette, de la moutarde classique au piment d'Espelette. On a aussi des petites gelées qui sont très bonnes en apéritif, je vous le recommande, j'ai goûté, c'est très bon. On a aussi des sauces un peu plus relevées au piment d'Espelette qui sont très bonnes, qu'on peut mettre dans la cuisson des pâtes, du riz, voilà. Et on va goûter donc. Moi j'ai hâte de goûter ce petit sirop d'Espelette. Alors c'est parti. Une petite goûtez et faites-nous rêver rapidement parce qu'il va falloir enchaîner Alban. Et il va falloir nous ramener sur tous ces produits. Parce qu'on a faim. Oui. Et ben c'est super bon. Voilà. Voilà, c'est super bon. Je vous conseille d'y aller. On vous remercie. On reviendra vous voir. On va filer. Merci Alban. Est-ce que j'ai encore du temps ou pas? Non, mais Alban, va falloir penser à nous ramener à manger surtout. J'ai plus de temps. Eh ben, très bien. C'est fini, comme à Fort Boyard, on n'a plus le temps. Merci beaucoup Alban Gamet de Saint-Germain donc, de nous avoir fait découvrir encore d'autres produits qui nous font encore plus envie de venir au sein de l'agriculture. Tout ça dans au pavillon 3. Voilà, il est en train de le répéter. Merci beaucoup Alban Gamet de Saint-Germain. On retrouve encore à nouveau Antoine Lermite. Bonjour Antoine, et vous êtes venu accompagner encore une fois. Bonjour à vous. Bonjour, oui, je ne suis pas le seul, je suis avec Olivier Petit qui est, comme vous le voyez, aux très belles bouteilles qu'on a sur la table. Magnifique bouteilles. Elles sont sublimes. Ouais, c'est de là, rien que d'en parler. C'est ici un producteur de cognac.
qu'on a retrouvé, qu'on est allé chercher, issu de la Nouvelle-Aquitaine. Et moi, c'est la question que je m'étais posée à la base quand je suis allé visiter justement le rayon Nouvelle-Aquitaine. Je m'attendais pas à trouver du cognac, plutôt du vin. Le cognac, c'est une manière de se diversifier, ou c'est une spécialité également, pardon. Disons que nous, on est producteurs de cognac, on a des vignes, on est viticulteurs, distillateurs, on a le vignoble, le domaine est complet et on ne fait que du cognac, on ne fait pas de vin. Voilà. C'est vraiment notre cœur de métier. La maison existe depuis 3 générations, donc c'est perpétuel, c'est familial. L'objectif, c'est de faire des produits élitistes, comme vous pouvez le voir, de se diversifier également. C'est pour ça que vous voyez aussi qu'on fait un gin, un rhum. On fait aussi de l'absinthe, donc des produits qui sont faits par notre maître de chez et qui a des alcools qui nécessitent un certain savoir-faire, quand même, savoir-faire, une certaine expertise. Une très grande expertise. D'ailleurs, on fait souvent des dégustations en commun pour créer les meilleurs assemblages, pour créer les meilleures coupes, pour ressortir les meilleurs produits. Parce qu'on est une petite maison, donc on n'a pas la capacité budgétaire des grandes maisons de cognac. Donc nous, on est obligé de montrer nos qualités de produits et d'être très haut en termes de qualité pour pouvoir satisfaire le consommateur. Alors justement, là, on a différentes bouteilles. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce qu'on a sur la table, qu'on voit? Si on prend notre carafe, qui est une carafe unique, c'est notre moule. Elle est très jolie. Hein. C'est un XO, c'est des cognacs de plus de 10 ans d'âge. D'accord. On va dire que chez nous, c'est des cognacs qui ont beaucoup plus de 10 ans, parce qu'on trie les produits sur le volet. Donc pour le coup, 10 ans ici, c'est plutôt assez jeune, pas si en comparaison. 10 ans, oui, c'est un jeune XO. D'accord. Nous, dans les produits qu'on met dans ce type de produit, sont des produits bien plus âgés que ça. Voilà. Pour vraiment aller rechercher la qualité du produit, le bon vieillissement, le bon assemblage. Donc c'est un assemblage de petites champagnes et de fin bois, principalement dans ce type de produit, et des eaux de vie qui ont plutôt une 30aine d'années. D'accord. Et alors donc ça c'est pour la grande bouteille. On a également, vous le disiez, du qui est magnifique. Elle est vraiment splendide. Elle est vraiment vous les faites. Le design des bouteilles, c'est vous-même qui le travaillez ou... Le design, on l'a travaillé avec une maison de design locale en Charente. D'accord. Mais ça a été travaillé par les actionnaires en direct, parce qu'on a la chance d'avoir de la vraie ressource en interne. Et donc il y a, on va dire, 80% du travail qui a été fait par la maison en elle-même. Donc c'est vraiment du travail issu de la maison. Alors moi, une question, vous êtes disponible donc dans le hall 3, région Nouvelle-Aquitaine, comme on l'a dit logiquement. Une bouteille comme ça, c'est disponible à la vente? C'est disponible à la vente, ici. C'est quelle gamme de prix, à peu près, en termes de... Pour un XO comme celui-ci, c'est 150 €. Oui, on est effectivement dans la gamme. Il y a la qualité derrière. Il y a la qualité derrière forcément, et puis ça ne prend pas une semaine pour les faire, ce genre d'alcool. Oui. C'est clairement différent. Mais oui, et du coup, il y a d'autres produits aussi, et les gammes de prix sont assez variées du coup. Les gammes de prix sont assez variées. Là, vous êtes sur un coffret de 3, mais où on est sur des produits complètement différents, vu qu'on a un gin, un rhum, et on l'a soit en absinthe, soit en cognac. Parce qu'on met aussi un cognac ou une absinthe, suivant la volonté du consommateur. Pour varier les goûts. Pour varier les goûts. Ouais. Et donc c'est un gin qui est... La recette est créée par notre maître de chez. L'absinthe également. Et puis après, le rhum, c'est du rhum qu'on achète qui vient de la Barbade et où on fait un finish, comme on dit, en fût de cognac. Donc on est vraiment sur une maison traditionnelle, on a plus de 60 ans d'expérience aujourd'hui. Tout à fait. Et tout est vraiment produit sur place. C'est local. C'est purement de la bouteille à son contenu. On a une vraie volonté de diversification, parce que le marché du cognac en France est malheureusement pas assez porteur. On n'en parle pas assez. Et on n'en parle pas assez. Donc pour vivre, on est obligé de se diversifier et de créer de nouveaux produits et d'être innovant pour attirer le consommateur et pouvoir faire vivre la belle maison qu'on est. Merci Antoine d'avoir pu ramener tous ces produits. Merci à vous d'avoir ramené tous ces produits. On vous retrouve au pavillon 3 pour pouvoir consommer et surtout pouvoir goûter tous ces produits. Plaisir. Avec grand plaisir. Ce sera un plaisir partagé. Merci beaucoup d'être venu donc, sur le plateau du studio du Siècle Vert pour la présentation de votre cognac de la Nouvelle-Aquitaine. On enchaînera dès demain avec d'autres produits, d'autres producteurs. Merci infiniment d'être venu. Voilà, toute la semaine, on a 11 émissions en direct du Salon de l'Agriculture. On va pouvoir présenter pas mal de régions et pas mal de produits. Voilà, et surtout 2 régions par jour à chaque fois qu'on présente pour les mettre à l'honneur et mettre à l'honneur leurs produits. Merci d'être venu.
On va pouvoir maintenant dans quelques instants accueillir Bastien Cochet qui tout le temps nous propose différents produits. Enfin non, pas du tout, il ne propose pas de produits lui. Il nous fait le bilan de la journée qui arrive. Qu'est-ce qui va se passer au Salon de l'Agriculture? Qu'est-ce qu'on attend du Salon de l'Agriculture aujourd'hui? Justement, plusieurs événements. Et donc Bastien, qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Alors, bonjour Dimitri, bonjour Hugo. Donc le petit programme de la journée. Alors quoi de meilleur pour commencer un Salon de l'Agriculture que d'aller au casino et de boire une bonne bière? À consommer avec modération, Bien évidemment. sûr. Eh bien, pour ceux qui veulent faire ça, j'ai exactement ce qu'il vous faut, puisque depuis 9h et jusqu'à demain soir, se trouve pavillon 3, hall 3, le stand du Grand Est. Sur le stand du Grand Est, un casino de la bière. C'est un regroupement de 11 brasseries de la région qui vous invite à découvrir le processus de création d'une bière et d'avoir les meilleures anecdotes sur l'histoire de la bière. D'accord, c'est intéressant ça. En plus, dans une région spécialisée quand même, l'Est, ils ont toujours brassé de la très bonne bière. C'est ça, on sent l'habitué. Pour les plus sérieux d'entre nous, hein, il y en a certains, est-ce qu'il y a autre chose que de l'alcool et des jeux? Et oui, il y a aussi sur le plan professionnel, il y a des activités qui sont à découvrir pour intégrer le monde agricole, notamment dans le pavillon 4, sur le stand d'Agri Recrute qui organise de 12h30 à 14h cet après-midi une animation nommée AP Cita qui en fait vise à revoir les CV, les lettres de motivation des personnes qui veulent intégrer un travail. Une sorte de conseil d'orientation. C'est ça. Et sur le même stand, mais cette fois-ci de 15 à 16h, il y aura une animation pour découvrir les métiers de l'agronomie, voilà, à travers de quiz ou des vidéos. Parce que c'est un secteur qui recrute énormément. Hein. C'est d'ailleurs toute une campagne de publicité, si je puis dire, que fait le Salon de l'Agriculture chaque année auprès de ce secteur-là. Alors là, vous avez présenté les activités pour les adultes, mais les adultes, il y a aussi des enfants. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire au Salon de l'Agriculture? Alors, il y a beaucoup d'activités pour les enfants. Ma petite préférée, elle se trouve encore une fois au pavillon 3, cette fois-ci sur le stand des Hautes-Alpes. Et en fait, ça va être une animation de création de bougies à base de cire d'abeille. Voilà, donc les enfants pourront venir aider de deux apiculteurs à créer leurs propres bougies, voilà, à base de cire d'abeille. De quelle heure à quelle heure du coup? Ce sera de 16h à 17h, donc sur le stand des Hautes-Alpes. D'accord, et du coup il y a aussi des animaux dans le Salon de l'Agriculture? Bien sûr, qui dit Salon de l'Agriculture dit concours général, et aujourd'hui je me penche sur celui qui se déroule de 14h40 à 16h50, c'est celui des chevaux de trait sportifs. L'épreuve consiste en 2 chevaux qui tirent un chariot de 250 kg sur 120 mètres. Mais attention, le plus impressionnant vient, c'est qu'ensuite, jusqu'à 20 personnes peuvent monter sur le chariot pour chaque chevaux. Voilà, et après, le meilleur sera désigné. Et ça doit être au pavillon 7.2, si je ne me trompe pas, ou 7.1. 2 points. 2 points, oui, et c'est à la carrière équine. Voilà, la carrière équine où justement il y a tous ces défilés, tous ces spectacles de chevaux, et également des baptêmes de poneys, puisqu'on parlait des enfants tout à l'heure. Ça datait de l'année dernière. Faudra vérifier si c'est encore valable cette année, mais je pense. Oui. Et justement, pour finir, on va terminer avec un peu de musique au milieu de tous ces animaux. Pas trop fort hein, pour pas déranger non plus les animaux, mais en tout cas de 15h30 à 16h sur le stand de l'Hérault, donc toujours pavillon 3, là où il y a toutes les régions. Donc pour le département de l'Hérault, c'est le duo Marcel en tête qui donnera un petit concert et qui interpréteront leur titre, la chanson de l'Hérault, voilà, qui est la chanson promotionnelle du département. Donc voilà. C'est l'hymne un petit peu. Voilà, quoi de mieux que pour découvrir un département qu'une petite chanson originale, voilà. Et puis pour finir votre journée sur cette activité. C'est folklorique, c'est génial. La meilleure présentation. Merci beaucoup Bastien Cochet, on vous retrouve tout au long de ce Salon de l'Agriculture pour nous présenter justement la journée qui arrive en fin d'émission, pour la journée, pour pouvoir vous donner envie de venir au Salon de l'Agriculture et vous proposer les meilleures activités de la journée. Merci Bastien, on vous retrouve dès demain. Merci. C'est la fin déjà d'À travers Champs, la première édition 2019. Merci beaucoup Hugo Franceschi merci à vous de m'avoir Dimitri. accompagné depuis ce matin. Merci également à toutes les personnes de la rédaction qui se sont déplacées, qui nous ont proposé des produits. Merci à Alban Gamet de Saint-Germain qui est en train de crapahuter dans tout le salon de l'agriculture en ce moment, accompagné de Arnaud Joly. Les deux vont se balader et continueront toute la semaine pour vous proposer des meilleures activités possibles. Merci aux producteurs qui se sont déplacés sur ce plateau pour nous proposer leurs produits qui sont disponibles dans le pavillon 3 à chaque fois. Donc aujourd'hui, on le rappelle, région
Occitanie et Nouvelle-Aquitaine. Exactement, Nouvelle-Aquitaine. Demain, d'autres régions, d'autres invités. Rendez-vous dès 10h donc sur toutes les plateformes que vous avez l'habitude de trouver, sur le site du Figaro, sur le site de Ouest France, sur notre Facebook Live, sur la page Facebook de Fréquence ESJ. Vous pouvez réagir tout au long de l'émission, évidemment, dès demain, et même continuer sur les réseaux sociaux. On se retrouve dès demain, donc, dès 10h du matin, avec vous, Hugo Franceschi. Évidemment, toujours. Et puis, nous aurons en plus, parce que je ne sais plus si vous l'avez dit, mais on remercie également Benjamin Cauchy d'être venu nous voir. Et demain, c'est Gérard Filoche que nous recevrons pour l'interview politique. Je serai rien sans vous. Gérard Filoche, du coup, l'invité demain de l'émission dès 10h du matin. Donc on vous donne un rendez-vous demain, 10h du matin. On vous souhaite une très bonne journée, que vous veniez au salon ou pas du tout. Mais d'ici là, on se retrouve demain matin de 10h à midi. Bonne journée.